Aujourd'hui, dans notre série dédiée aux grandes femmes d'Afrique, nous vous emmenons en Angola, au XVIIe siècle, à la rencontre d'une femme au destin hors du commun, Nzinga Bandé, reine du Ndongo et du Matamba. Avant d'aller plus loin dans notre narration de la vie de Nzinga Bandé, il est intéressant de faire un peu de géographie. Au XVe siècle, dans un plan impérial global tout à fait inédit pour l'époque, le royaume du Portugal lance un projet d'expédition maritime afin d'aller en Asie en contournant l'Afrique par l'ouest. Ils partent du sud du Sahara en passant par le Ghana, le Sénégal, le Gabon, le Congo, descendant ainsi vers l'Angola qui a vu naître la reine dont il est question aujourd'hui. Le système de chefferie dans le royaume d'Angola est déjà bien établi. Le royaume du Ndongo, le royaume du Matamba, avec des systèmes d'échange et de commerce ainsi que de gouvernance bien ancrés. L'arrivée des colons bouleverse tout. Les raids lancés dans les terres perturbent les systèmes existants. Des chefferies disparaissent au profit des comptoirs d'esclaves. Les tribus qui résistent sont anéanties. Ce qui nous emmène à l'histoire de la reine Nzinga dans le royaume du Ndongo. Nzinga ne naît pas sur le trône, elle l'a conquis. Née vers 1583 dans la famille royale du Ndongo, elle grandit dans un contexte de tension. Les Portugais avancent, la traite esclavagiste s'intensifie et les royaumes africains luttent pour préserver leur souveraineté. Très jeune, Nzinga se forme aux arts de la guerre, de la diplomatie et de la parole. En 1622, elle est envoyée par son frère, le roi Ngola Bandé, pour négocier avec les Portugais. C'est lors de cette rencontre que l'histoire retient un geste symbolique fort. Les Portugais ne lui proposent pas de chaise. Alors, Nzinga prend la décision de s'asseoir sur le dos de l'un de ses sujets, affirmant par ce geste que son autorité vaut celle de n'importe quel monarque européen. Peu après, son frère meurt dans des circonstances très troubles. Nzinga prend le pouvoir, mais pour être reconnue, elle doit briser les codes. Elle adopte des vêtements masculins, prend le titre de roi plutôt que de reine, dirige les armées elle-même et impose son autorité dans un monde dominé par les hommes. Elle devient alors l'une des plus farouches opposantes à la domination portugaise. Elle forme des alliances avec d'autres royaumes africains, accueille des esclaves fugitifs, mène une guérilla acharnée pendant plus de 3 décennies et refuse de plier là où tant d'autres ont cédé. À quel moment de l'histoire la reine du Ndongo devient reine du Matamba? En 1630, la reine Nzinga perd le contrôle de son royaume du Ndongo, au profit des Portugais bien sûr, et elle était contrainte de se replier. Elle se lance à la conquête du royaume du Matamba. Elle fait abdiquer la reine qui y règne et fait du Matamba un nouveau royaume de pouvoir, d'indépendance et de résistance. Elle meurt de cause naturelle le 17 décembre 1663 à Matamba à l'âge de 80 ans. Après un long règne marqué par des décennies de guerre, de diplomatie, de stratégie politique et de résistance face aux Portugais, la reine s'éteint. Vive la reine. Ce que la jeunesse doit retenir d'une Nzinga, c'est plus qu'un nom, c'est le courage de se lever contre l'injustice, c'est la capacité d'adaptation, le génie stratégique, la résilience. C'est une femme qui, dans un contexte brutal, a su protéger son peuple, conserver son autonomie et résister à l'esclavage. Elle n'a pas collaboré. Nzinga Bandé, la reine guerrière d'Angola, nous laisse un héritage puissant, celui de ne jamais courber l'échine, même face aux grands empires. Un exemple, une leçon, une force pour les générations d'aujourd'hui. Un récit puissant, n'est-ce pas, qui donne à réfléchir, qui replace nos illustres figures féminines africaines à leur juste place. À très bientôt pour un nouveau portrait de femmes africaines qui ont marqué l'histoire.